3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Edmund Ching est à nos côtés, le directeur monde des investissements de BNP Paribas Wealth Management. Bonsoir Edmund. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Aymeric Didenne, nous accompagne également. Bonsoir Aymeric. Bonsoir Grégoire. Directeur de la gestion de Pergame, et Alexandre Ezez à nos côtés également. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Vous êtes stratégiste chez Richelieu Gestion. Comment est-ce que vous accueillez Alexandre cette consolidation, ce retracement, peut-être cette petite correction qu'on observe depuis quelques jours, assez générale, hein, je le disais, c'est le 60-40 qui souffre à nouveau, correction obligataire et correction sur les actifs risqués et les marchés actions. Quels sont les moteurs de cette baisse? Est-ce que c'est simplement le miroir de la hausse qu'on a eue ces 5 derniers mois, je crois, maintenant, ou est-ce que le marché prend en compte des risques peut-être un peu plus profonds aujourd'hui? Disons que le démarrage, il y a eu 2 catalyseurs. Les chiffres d'inflation la semaine dernière qui n'ont pas été bons et qui montrent quand même une accélération aux États-Unis de l'inflation liée à plusieurs facteurs, et notamment un immobilier qui reste très résilient. Et puis, deuxième chose, les événements évidemment géopolitiques qui viennent amener encore plus de sujets sur l'inflation, notamment sur les matières premières. Et quand on voit en fait la baisse des marchés et même la hausse depuis pratiquement 2 ans et la baisse, c'est quand même un miroir des taux d'intérêt. C'est-à-dire que la baisse est aussi liée à une accélération sur les taux, et notamment les taux américains. On voit qu'à partir de 4,40, 4,50 sur les taux à 10 ans, il y a eu un impact important. Et il y a eu une petite période en début d'année où les taux montaient et le marché action a bien monté, c'est-à-dire le premier mois, janvier-février, où il y avait une vraie corrélation, et puis tout d'un coup ça s'est écarté, comme finalement les 24 depuis 2022, ça s'est un peu passé de la même manière. Donc en fait la crainte, elle n'est pas sur le sujet n'est pas les résultats d'entreprise, c'est surtout cette dynamique de taux d'intérêt où on pourrait passer, rappelons-nous quand même qu'en octobre l'année dernière, on a atteint les 5% qui était le plus bas du marché, et le 1er novembre, Jérôme Powell avait dit bon, c'est fini, maintenant le prochain mouvement sera un moment accommodant, en tout cas on ne va plus rien faire, on ne va plus monter, et les marchés avaient et les taux d'intérêt avaient baissé, et les marchés s'étaient alignés sur une tendance haussière quasiment en ligne droite jusqu'à maintenant, hein, quasiment. Donc en fait c'est les taux d'intérêt, donc l'inflation, donc la politique de la Fed qui drive le mouvement. Est-ce que la Fed est encore en capacité de nous dire qu'il y aura une recalibration du réglage de la politique monétaire à horizon de quelques mois, à horizon 2024 ? C'est difficile pour la Fed, en fait, parce qu'on se rend compte que l'impact sur les taux d'intérêt a été quand même beaucoup plus faible que prévu, notamment sur l'immobilier. Il y a une particularité. Alors évidemment, 90% des prêts aux États-Unis sont maintenant à taux fixe. Il y a moins d'impact, mais on se retrouve avec un immobilier résidentiel, pas commercial, où là c'est un autre sujet qui peut être systémique, mais sur l'immobilier résidentiel, on est au plus haut. On a encore réatteint des niveaux records, alors même que les taux d'intérêt immobiliers ont monté. Avec de très faibles niveaux de transactions. Avec des très faibles mais les prix, eux, sont au plus haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prenez juste la richesse des ménages. L'effet richesse des ménages, c'est l'immobilier et les actions. Les deux sont au plus haut. Donc le ménage est riche, le ménage se sent riche, donc il consomme, même si vous pouvez tout faire. Donc il y a une espèce de quadrature qui est compliquée à casser, et le fait que la Fed doit prendre en compte à la fois des risques systémiques sur des banques régionales, l'immobilier commercial, et en même temps se dire mais c'est pas possible, il faut arrêter la machine. Et est-ce qu'il faut une récession pour arrêter la machine? C'est le vrai sujet. Pour l'instant, en tout cas, la Fed, pour l'instant je dis bien, n'est pas dans une dynamique, même si certains commencent à le penser, de remonter le taux d'intérêt. Ce qui serait, là on passerait dans une autre dimension. Ouais. Nous, au groupe Richelieu, on a dit depuis quelques mois, on s'attendait à 1 voire 2 hausses de taux. Donc on est encore... 2 baisses de taux, pardon. 2 baisses de taux. Non, parce que peut-être viendra le temps, mais... On repassera l'émission dans quelques mois, on dirait qu'il avait raison. Oui. Mais il avait vu avant les autres. Il avait vu avant les autres. Mais 1 à 2 baisses, et en juin ou juillet, et une autre fin décembre, après l'élection présidentielle. Donc ça fait pas beaucoup, et bon, ça implique effectivement pour la BCE une position aussi inconfortable, et pour l'ensemble des banques centrales d'ailleurs, qui attendaient cette baisse de la Fed pour pouvoir agir, le Japon aussi. Enfin bon, il y a tout un environnement qui fait que tout le monde attend la Fed, et la Fed, elle, est un peu... Mais ça veut dire que cette discussion qu'ont les marchés aujourd'hui sur les marges de manœuvre des banques centrales, c'est une discussion qui vous étonne pas tant que ça, Non, c'était... Alors, ce que l'on disait, c'est qu'en fin d'année, c'était que jusqu'à... Alors, on n'était pas sûr du timing, mais jusqu'en avril, le marché allait
croire encore à des baisses de taux et une fin de désinflation. Une désinflation progressive, et plus le moment de vérité arrivait, fatidique, là on allait commencer à douter. Et effectivement, on commence à avoir des chiffres d'inflation supérieurs, on commence à se dire que les banques centrales ne vont pas baisser, qu'on va rester dans des politiques restrictives en tout cas, et donc ça va impacter les marchés. Et on a dégradé les marchés actions le mois dernier dans nos allocations. Et ce que j'expliquais à nos clients de la banque et de la société de gestion, c'était de dire, le problème de dégrader, c'est qu'on ne voit pas à l'horizon quasiment fin d'année de moments pour revenir positif sur les actions. C'est-à-dire qu'il va y avoir des séquences, à part un effondrement du marché, qui pourrait être une occasion. Je comprends. Mais en tout cas, la séquence, donc c'était très... Pour vous, il y a un point haut qui a été fait sur les marchés actions. Voilà. Alors après, en tout cas, dans cette dynamique-là, et effectivement, donc on est sur des allocations neutres, on reste investi, mais en tout cas, pour réaccélérer et remettre de l'énergie dans les portefeuilles, en tout cas sur le risque action, ça va être compliqué. On en parlera, mais d'un mot, ça veut dire que même si les séquences de résultats sont positives, ce ne sera pas le soutien qu'on imagine pour les marchés actions. Ça ne sera pas un soutien si les taux d'intérêt continuent à monter de toute manière. Pour donner une idée, on était sur un objectif à 6 mois de 5100 sur le SPI, sur la S&P 500, ce qui est le S&P était à 5250 quand on a donné. On est autour de donc il reste les dividendes, des choses comme ça. Mais on n'est plus sur une tendance haussière comme on a eu depuis le 1er novembre. Le momentum s'est un peu effacé de ce point de vue-là. Très clair. Edmund, est-ce qu'on en est au point de se dire, si la Fed baisse ses taux en juin, comme ce qu'on imaginait il y a encore quelques semaines, ce serait peut-être une erreur ? Une erreur, non, mais parce qu'il n'est pas que l'inflation qu'il faut considérer. Il faut garder en tête le fait que les banques régionales ont toujours les bilans fragilisés par les prêts accordés pour les marchés immobiliers commerciaux. Il y a toujours des prêts qui sont endommagés. On ne sait pas à quel niveau, mais le plus longtemps que le taux de Fed Funds, le taux direct reste élevé, le plus difficile est quand même le scénario pour toutes les banques régionales. On sait bien. Déjà, ils ont dû quand même aider le mois de mars dernier les banques régionales. On a tout oublié entre-temps. On dit tout est bon, il n'y a pas de souci. Ah mais non. Si on regarde les prix des bureaux à San Francisco, par exemple, ils baissent toujours. Donc il y a un problème avec les prêts. Donc je ne sais pas si... On regarde, bien sûr, le marché ne regarde que le taux d'inflation aux États-Unis pour l'instant. Si le taux d'inflation reste assez élevé, autour de 3%, 3% plus, ils ne peuvent pas baisser le taux. Pas sûr. Vous dites la Fed, dans sa balance des risques, intègre d'autres facteurs que les seuls facteurs croissance, inflation. Voilà. Et moi, je me souviens très bien de l'argument de Jérôme Powell quand il initie le pivot de la Fed en décembre 2023. 6-9 mois après SVB, c'est justement de dire on a bien conscience du risque que fait peser le niveau des taux s'ils sont maintenus trop longtemps à ce niveau-là, 5,25, 5,50. Voilà, parce que c'est pas linéaire. Tout va bien jusqu'au moment où on commence à avoir des problèmes. Et là, on peut voir une chute assez soudaine. Et donc, c'est ça le problème. C'est pas du tout linéaire. Donc, il faut quand même commencer peut-être baisser le taux un tout petit peu au début. On voit comment ça se passe avec le marché, si la croissance diminue, si le taux d'inflation diminue avec. Très bien. Après, on peut continuer. Ou sinon, on garde le taux directeur stable pendant un moment, peut-être pendant l'élection, parce que c'est vrai, le mois de novembre, il y a plein de choses qui peuvent se faire. On parle de Trump, on parle de Biden. C'est vrai qu'entre les deux, les derniers sondages, il n'y a pas grand-chose en ce moment. Oui. Et en plus, on ne parle pas du troisième candidat, qui est quand même Robert Kennedy Jr., qui peut aussi changer plein de choses dans le collège électoral, enfin. Donc, il y a plein de choses à jouer. On est le mois d'avril, on est assez loin du mois de novembre pour l'instant. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent se jouer entre-temps. Mais moi, quand je regarde l'indicateur le plus important, qui est quand même le marché d'emploi aux États-Unis, c'est vrai. Si on regarde les chiffres des statistiques non-farm payrolls, on observe qu'il y a un marché en très bonne santé.
si je regarde mes indicateurs plutôt avancés du marché d'emploi, je vois des faiblesses. Ça peut se dégrader. Ça peut se dégrader et assez vite. Ouais, je pense que c'est ça qui souhaite la Fed, mais pour l'instant... Hein. Il reste 2 mois de données avant juin ou 3 avant juillet pour pouvoir constater effectivement peut-être des faiblesses un peu plus importantes dans le marché du travail et permettre ces baisses de taux assurantielles. C'est comme ça qu'elles sont présentées toujours par la Réserve fédérale américaine. Oui. Oui. Bon, ça laisse quand même une fenêtre de tir serrée. Non, mais ça se resserre, forcément. Comment vous regardez encore une fois ce retracement, cette consolidation et je repose la même question, Aymeric, est-ce qu'il y a la prise en compte de changements ou de risques un peu plus profonds par les investisseurs aujourd'hui que simplement l'idée d'une baisse après la hausse, quoi ? Alors, il y a plein d'arguments, en effet, quand on parle de banque centrale, il y a plein d'arguments aussi qui militent pour qu'il y ait quand même un petit peu de mouvement du côté des banques centrales cette année. Ne serait-ce que parce qu'elles l'ont dit. Parce qu'elles l'ont dit. Et oui. Donc, déjà, se déjuger, ça serait un problème. Ça peut être problématique. La deuxième, c'est que quand on émet énormément de déficit, quand on a un déficit aussi abyssal et qu'on émet autant de dettes, il ne faut pas oublier que d'avoir des taux un peu inférieur, ça coûte aussi un petit peu moins cher à la fin de la journée sur le remboursement de la dette. Donc ça milite aussi pour avoir des taux un peu plus faibles. Il y a aussi un deuxième argument dont il faut être très conscient, c'est la réactivité des banques centrales. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne fait que postponer à chaque fois. Ça fait 3 ans qu'à chaque fois on a un scénario, puis on le repousse. Ça a été le cas pendant les baisses de taux, c'est le cas aujourd'hui, ça sera le cas encore demain. On a tendance à vouloir trop anticiper en fait les statistiques et ne pas regarder un peu plus loin que les quelques... Le chiffre du moment, quoi. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, oui, la croissance semble être assez robuste. Oui, l'emploi, quand on regarde comme ça, factuellement, les chiffres, ils sont très bons. Donc, pas d'urgence à baisser les taux. Mais en fait, ça reste très fragile et ils peuvent être extrêmement réactifs. Ça, c'est une donnée qu'il faut prendre en compte parce que... Ça, j'entends bien que la Banque centrale américaine est structurellement dovish. Enfin, en tout cas, s'il y a un problème ou sur le marché du travail, ou dans les banques régionales, ou sur l'immobilier commercial, j'ai pas de doute qu'ils peuvent aller très vite, très fort. Et ça, c'est un argument de soutien fort pour les marchés, parce qu'au final, quand on a vu la vitesse à laquelle ils ont monté les taux, quand il y a eu la problématique d'inflation... Une fois que la décision a été prise, une fois que le logiciel s'est mis en route. Ça a été avec une rapidité exceptionnelle et avec une ampleur exceptionnelle. Et on connaît la capacité aujourd'hui de la Fed à pouvoir prendre le chemin inverse. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même un soutien en dernier ressort assez fort de la part des banques centrales. Mais l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a la Fed d'un côté, qui est évidemment l'économie leader, mais peut-être qu'on va avoir enfin la Banque centrale européenne qui va briller et qui va montrer un peu d'indépendance et un tout petit peu s'affirmer. On peut rêver, enfin ça reste un doux rêve actuellement, mais on peut imaginer que la Banque centrale européenne interviendra pour soutenir la croissance européenne et qu'enfin elle va arrêter de regarder ce que fait les autres et essayer de prendre un tout petit peu d'indépendance et pour une fois entre guillemets briller, parce que pour le moment il y a... Et ça c'est bon, c'est market positif, c'est bon pour le marché si la BCE confirme et y va le 6 juin comme ça semble quand même se dessiner aujourd'hui sans la Fed. Il faut qu'il y ait un message fort qui émane de cette baisse de taux, qui l'explique et qu'elle soit du coup pour la rendre quelque part positive. Parce que si c'est une baisse de taux pour dire, bon, en fait, on a des statistiques qui sont vraiment tellement mauvaises qu'il faut prendre une baisse de taux, évidemment, parce que c'est un peu le cas de temps en temps des discours qu'on a de la part de banquiers centraux européens. Pour une fois, il faudrait avoir un discours plutôt constructif. Pourquoi on baisse des taux ? Pour générer de la croissance, pour favoriser l'investissement. Et là, évidemment, ça serait un tout petit peu mieux et on peut espérer qu'ils feront ça avant la Fed et qu'ils vont pour une fois espérer briller. Bon. Cette histoire de divergence, oui, pour commencer. Ensuite, jusqu'où la BCE peut s'affranchir complètement. La BCE et les autres banques centrales, d'ailleurs, on voit la force du dollar, les problèmes que ça pose en Asie, par exemple, ou sur les monnaies asiatiques aujourd'hui. Hein. C'est vrai que la BCE, comme la Fed, dit qu'elle est data dépendante, mais Fed indépendante. Je pense que c'est ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes sujets aux États-Unis sur l'inflation qu'en zone euro. La désinflation, elle se met en place en zone euro. Le choc d'offres, c'était lié surtout à un choc d'offres qui commence à disparaître. Donc, ils auront du mal à ne pas baisser en juin, enfin, en tout cas dans notre scénario. Alors que la Fed, c'est plus compliqué. Donc, on sera sur des baisses de taux. Il faut que la BCE
BCE soit crédible. Ça va être compliqué, il va falloir qu'elle explique bien, parce que si on a une baisse franche de l'euro, on voit les prix du gaz remonter un peu, si le pétrole remonte, l'inflation importée. Combien elle peut en faire? L'activité n'est vraiment pas si forte que ça en zone euro par rapport aux États-Unis, la consommation. Donc, je veux dire, pour qu'il y ait de l'inflation, autant aux États-Unis, le vrai sujet, c'est... Je suis d'accord qu'ils peuvent agir vite, mais alors sans comparaison, mais c'est un peu comme en Chine où en fait ils peuvent pas agir trop parce que sinon ils relanceraient les bulles spéculatives. Et aux États-Unis, c'est pareil. Ils ne peuvent pas agir non plus fortement comme ils l'ont fait avant, ce que pense le marché, parce que ça relancerait l'inflation. Ça serait une nouvelle vague d'inflation avec des leviers supplémentaires. Enfin bref, ça serait une mécanique dont ils ne pourraient pas se sortir. Il faut à un moment épurer, et donc elle est en train d'épurer. Et pour épurer, il faudrait que le marché baisse aussi. Et ça, c'est ce qu'elle a voulu faire en 2022. Hein. Le marché a baissé. C'est la Fed qui a fait baisser le marché. Hein. C'est pas autre chose. Donc il y a vraiment une différenciation, un découplage qui est en train de se faire, qui commence à être un peu la rhétorique de la Banque centrale européenne. Et nous, on pense que la Banque centrale européenne va baisser en juin et en juillet, puis attendre, puis rebaisser peut-être 1 à 2 fois dans l'année. On est plutôt, autant sur la Fed, on est sur 1, voire 2, et sur la BCE, on est plutôt sur 4, avec effectivement l'enjeu sur l'euro. Parce que ça peut vouloir dire un euro qui baisse franchement par rapport au dollar. Et pour les marchés financiers, un dollar trop fort, notamment pour les pays émergents, c'est compliqué. On sait on va certainement en parler, mais en Chine, cette déflation qui est amenée par la Chine et qui concurrence l'Europe, les États-Unis sur beaucoup de produits manufacturiers, qui commence à poser un problème de concurrence. Donc il y a plusieurs boucles qui ne doivent pas se mettre en place, qui pourraient être très dommageables. Bon. Mais ça implique un risque de l'euro-dollar à parité, par exemple, potentiellement ? Pourquoi pas, hein. Si, alors, la seule chose, c'est que si, finalement, comme il a été clairement dit, si ça dure, ça va provoquer une crise. Donc la Fed... Parce que, non, mais c'est ça. On peut pas dire, parce que les taux d'intérêt aussi aux États-Unis, à un moment, il y a tellement de fragilité dans certains secteurs. S'il y a une crise, et je pense que l'image a été bien vue, c'est-à-dire que c'est une marche d'escalier, en fait. Hein. Ça, tout va bien, et puis d'un coup, tout va mal. Donc le scénario, il est plus là que ce fameux soft landing que tout le monde espérait, en disant non, mais ça diminue comme ça. Non. Quand ça va diminuer, ça risque de diminuer fort. On n'a pas le timing, mais effectivement, le roi sera nu et on dira mince, finalement, l'économie américaine est plus fragile qu'il n'y paraît. Bon, sur la force du dollar aujourd'hui, et c'est une force qui génère quand même de plus en plus de perturbations. Enfin, les taux, le dollar, ça bouscule quand même pas mal, j'imagine, d'équilibre de marché, d'autant qu'on n'avait peut-être pas vu un smile aussi fort du dollar sur ces 3-4 premiers mois de l'année, là. Oui, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Si je regarde la courbe à long terme du dollar, oui, elle remonte un peu, mais bon, c'est pas au historique, quoi, au niveau historique, quoi. Non. On a vu des pics qui étaient bien loin d'ici, hein. Donc il ne faut pas exagérer non plus. Je me souviens bien, l'euro, combien, 0,86 ? Oui. Au début, voilà, à l'inception de l'euro. Oui, d'accord. On y est retourné en octobre 22, si je ne dis pas de bêtises. Hein. On est revenu sous la parité en octobre 22. Donc, on est quand même loin de ce niveau-là pour l'instant. Et ce qui est quand même intéressant d'observer, c'est que on a quand même les liens, les corrélations historiques qui ne marchent plus. Par exemple, entre le dollar et le prix de l'or. Normalement, avec le dollar aussi fort. Les matières premières en général. Les matières premières en général, voilà. Mais il remonte. Le prix du pétrole, le prix de l'or, le prix du cuivre, ils remontent tous, malgré le dollar. C'est quand même intéressant. Ça. Et qu'est-ce que ça nous dit alors ? Qui se trompe dans l'affaire s'il faut trouver un marché qui se trompe ? Je pense qu'il y a toujours une peur. Toujours une peur autour de l'endettement aux États-Unis, mais partout, mais surtout en ce moment aux États-Unis. Parce que c'est vrai, le plus longtemps que le taux directeur de la Fed reste très haut, le plus longtemps et le plus cher et quand même l'endettement de l'État aux États-Unis pour financer tous les ans. Et ça commence à consommer de plus en plus du budget annuel et ça met un stress sur l'État. Et c'est vrai dans tous les pays, en France aussi, mais surtout en ce moment aux États-Unis. On l'a vu la semaine dernière, des émissions à 10 ans, 30 ans, qui à nouveau, alors se passe pas bien, toute chose égale pas, tout est relatif, le papier part, mais il faut toujours payer un extra rendement, un rendement supplémentaire pour s'assurer que le dernier dollar partira bien, quoi. Et c'est tout à fait possible qu'ils vont quand même
manipuler un peu le marché obligataire aux États-Unis en émettant plutôt les obligations très court terme. Oui, bien sûr. Même pour rembourser les obligations long terme. De ce point de vue-là, le Trésor et la Fed fonctionnent bien. Enfin, la paire Yellen-Powell est assez avisée sur donc, sujet-là. La vraie question de base qu'il faut poser à ce moment-là, est-ce que toutes les banques centrales, et surtout la Fed, est-ce qu'ils sont vraiment indépendantes des gouvernements nationaux à ce moment? C'est ce que vous souleviez tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle la fiscal dominance. C'est ça, la domination budgétaire. Quand la logique budgétaire des États l'emporte sur la logique purement monétaire. Quand vous avez à émettre 1000 milliards de dollars tous les 100 jours, donc évidemment, vous devez chercher quand même quelqu'un pour vous acheter vos 1000 milliards. Donc évidemment qu'ils sont extrêmement interconnectés. Et l'indépendance n'est clairement pas forcément aujourd'hui si avérée que ça. Mais on a besoin aujourd'hui d'avoir un financement, une courroie de transmission qui soit le plus fluide possible entre celui qui émet la monnaie et jusqu'au consommateur qui va en avoir besoin. Donc aujourd'hui, il faut que ça se passe bien. Et pour le moment, en tout cas, les marchés de taux nous disent ça se passe relativement bien. Quand on voit les spreads de crédit aujourd'hui, ils sont au plus bas. Ils sont remontés légèrement, mais ça reste relativement une proportion relativement mesurée la semaine dernière et en début de semaine. Donc pour le moment, ça tient quand même pas mal. C'est pour ça que quand il y a des stress de marché, ce qui est important de regarder, c'est si la baisse qu'on connaît actuellement depuis 2-3 jours, est-ce qu'elle est organisée, est-ce qu'elle se passe bien? Et finalement, quand on regarde, les secteurs baissent tous dans des proportions qui sont assez logiques. Ça reste canalisé, comme on dit? Assez bien canalisé. Il n'y a pas de grand stress de marché. Pareil sur le marché de taux, il n'y a pas eu de grand stress, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et particulièrement en Europe. En Europe, finalement, quand on regarde, les taux, ils n'ont pas forcément beaucoup monté, pas du tout dans les mêmes proportions. Et les spreads restent... Donc on reste sur des niveaux bas. Donc ça reste plutôt assez bien. Il n'y a pas de stress supplémentaire aujourd'hui par rapport à l'environnement géopolitique qu'on connaît, évidemment, qui est compliqué. Et ça se passe, entre guillemets, dans une baisse organisée. Donc pour le coup, petite baisse des marchés, petite baisse des multiples, on prendrait la respiration. Donc ça, c'est plutôt sain aujourd'hui pour les marchés financiers, mais également pour l'investisseur, parce que quand on est en période de résultats, oui, les grandes banques centrales, c'est un moteur pour faire avancer les économies, mais il faut aller quand même regarder ce qui se passe dans les entreprises. Ouais. Et ces entreprises, qu'est-ce qu'on voit d'année en année, de trimestre en trimestre? C'est qu'elles sont de mieux en mieux gérées, que les résultats sont plutôt de très bonne qualité quand on voit les publications, que le guide que sont aujourd'hui les directeurs financiers des grands groupes vis-à-vis de la communauté des investisseurs et des analystes sont de plus en plus proches et proactifs, ce qui permet d'avoir des surprises, des taux de surprise positifs relativement bons à chaque fois, et les Américains sont des champions du monde pour ça. Donc aujourd'hui, on attaque une période de résultats d'entreprises aux États-Unis où on a un environnement économique qui est plutôt bon. On a des résultats de banques qui sont les courroies de transmission de la politique monétaire qui sont plutôt bons. Donc, on a eu pas mal de révisions en baisse dans pas mal de secteurs d'activité ces derniers mois. Oui, c'est ça, juste avant le trimestre. Ah ouais. Donc aujourd'hui, on peut s'attendre quand même à des marchés qui tiennent. Donc ça, c'est plutôt intéressant et constructif, en tout cas, pour un investissement de moyen ou long terme. Ouais. Mais ça veut dire que ce retracement, je le présente, c'est le premier vrai test pour le buy the dip cette année. Il n'y a pas eu de mouvement encore d'ampleur, de consolidation. Cette logique buy the dip, on achètera le creux de marché, elle est pour vous valable aujourd'hui, au moment où on se parle, Aymeric? Aujourd'hui, elle est encore valable. Parce que justement, il y a tous ces soutiens à l'économie qui sont là, ces niveaux de statistiques qui sont, pour le moment en tout cas, encore résilient, et tout ce potentiel de croissance supplémentaire que réside à la fois dans l'innovation, qui est source de croissance à long terme dans tous les secteurs d'activité, qui est extrêmement présent quand même depuis 18 à 18 mois. Ah, bien sûr. Donc dans pas mal de secteurs. Donc c'est des facteurs de soutien, en tout cas, qui peuvent permettre, s'il y a des petits accrochages de marché comme on connaît là, de revenir ou de mettre des très beaux titres en portefeuille. Et qu'est-ce qu'on a envie de privilégier dans cette idée de racheter peut-être, ou de rentrer ou de renforcer peut-être certaines positions actions? Au-delà des actifs cœur stratégiques, la tech évidemment, enfin je veux dire, impossible de ne pas être sur la tech aujourd'hui, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des secteurs qu'on a envie de privilégier? Est-ce qu'il y a des facteurs, des marchés géographiques qu'on a envie peut-être de privilégier pour la suite là? Alors malheureusement, on reste un peu US.
Ouais. toujours. Oui. Malheureusement, c'est l'éléphant toujours dans la pièce. Qu'il faut avoir. Plein de secteurs d'activité aux US qui sont intéressants. Secteur de la santé, on le voit en plus avec les résultats aujourd'hui de United Health qui étaient relativement bons. Johnson & Johnson, ça se tient. Ouais. Donc c'est des secteurs qui aujourd'hui ont été totalement délaissés par les investisseurs et pour lequel il y a un potentiel de rattrapage assez fort et dans lequel il y a énormément d'innovation. Donc là, pour le coup, tout ce qui est santé, health tech, medtech, il y a des choses à faire pour l'investisseur. L'élection américaine de 2024 peut être moins perturbante que d'autres pour ce secteur de la santé aux États-Unis. Toujours très perturbant potentiellement, mais personne ne sait qui va être élu. Non. Et pour le coup, c'est tellement en plus challengé aujourd'hui que c'est pas tout de suite en tout cas qu'on devra se poser ces questions-là. C'est un peu plus tard quand on y va un peu plus clair sur le sujet. Donc on préfère pour le moment quand même revenir là-dessus parce que là pour le coup il y a une très belle décote. Si on est dans l'idée, comme vous le disiez tout à l'heure Alexandre, du moins de hausse de taux, de baisse de taux, effectivement, on s'y perd. Non, mais ça veut dire, on reste encore très court duration, c'est pas du tout l'idée d'aller chercher de la duration, y compris peut-être même dans le marché action, hein, on peut trouver des proxys ou des secteurs qui ont des durations plus courtes que d'autres. Avoir du 4,70 sur les taux à 10 ans américains, c'est quand même une occasion. D'accord, c'est quand même un niveau qui se regarde. On sait qu'à partir de 5%, c'est systémique et que la Fed va réagir, Donc, ou le marché ou la Fed réagira. Ou le marché ou la Fed réagira. Si on est dans une espèce de marge d'escalier à un moment, on ne sait pas quand, et que la Fed baisse ses taux, non pas pour des considérations d'inflation, mais de croissance, les taux d'intérêt vont être amenés à baisser, et notamment les taux d'intérêt à long terme. Donc, ce n'est pas inintéressant, on est plutôt sur les taux. Et c'est plutôt des occasions de rallonger un peu sa duration, ce stress-là. Effectivement, si on a un peu de temps, mais bon, ce n'est pas des événements spéculatifs. En tout cas, hein. Sur les actions, nous, on a une réflexion un peu différente. À court terme, on pense que l'Europe, en tout cas la zone euro, est mieux positionnée pour différentes raisons. Il y a les banques centrales. Le fait que la BCE baisse plus, effectivement, c'est plutôt un peu plus contracyclique et la croissance est tellement basse, elle est en train de remonter. Donc pour les valeurs les plus cycliques, et notamment le secteur industriel, qui est quand même un secteur qui a plutôt surpris à la baisse, en tout cas, et a plutôt par rapport à la croissance, a plutôt été en sous-valorisation. Donc ça, c'est... Et puis, deuxième chose, si on dit le dollar va monter, parce que pour les exportatrices et donc pour les industrielles européennes, c'est plutôt bon. À l'inverse, effectivement, sur le marché américain, il y a l'aspect dollar qui est intéressant, mais on voit que cet engouement pour les valeurs de croissance, je ne dis pas qu'à long terme, l'intelligence artificielle, la tech, c'est pas très bon, etc. Mais d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, la tech, évidemment. C'est quand même un consensus qui fait peur. On ne connaît personne je ne connais personne qui va dire, ça me rappelle, moi, dans les années 2000, on disait le Nasdaq, évidemment, mais on ne peut pas ne pas être dans le Nasdaq, même si on sait que ça peut être compliqué. Donc, quand il y a un consensus, mais global, c'est là où souvent, il y a des mauvaises... Oui, mais ça commence d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne parle même plus des Max 7, ça y est, le groupe est complètement divisé, éparpillé. Exactement. Voilà. Il y a déjà beaucoup moins d'homogénéité, ne serait-ce que dans le marché. Un peu plus de prudence, parce qu'il y a un tel consensus qui fait qu'il y aura moins d'énergie, moins de flux, voire même des déceptions. Et puis, sur les États-Unis, l'aspect dollar, on peut le prendre par autre chose, des obligations américaines. Donc plutôt, et on sait que les entreprises, il y a des bons résultats sur les banques, mais les entreprises américaines, il y a eu des revalorisations de BPA assez fortes depuis quelques mois. Alors évidemment, elles ne vont pas décevoir, mais on est déjà sur des niveaux assez hauts par rapport, encore une fois, au marché européen. Il y a peu de place à la déception côté américain. Voilà, il y a un mouvement qui est en train de se créer par le bas en Europe, qui peut être appréciable, avec, il faut dire, un marché qui est complètement absent des allocations, en tout cas en surpondération depuis bien longtemps. L'Europe est bien oubliée. Où est-ce que vous avez les convictions les plus fortes là, à ce stade, en matière d'investissement, Edmund ? Les matières premières. L'énergie, les métaux précieux et même les métaux de base comme le cuivre. Donc le problème avec le cuivre, par exemple, c'est les mines de cuivre, ils ont tous explosé le compteur. C'est quand même, quand on voit les courbes qui montent comme ça tous les jours, c'est compliqué de les acheter. Maintenant, peut-être on a l'occasion de les acheter un peu plus bas. Donc, mais je pense qu'on passe effectivement, on passe d'une période où on avait effectivement plein d'énergie pas chère, plein de métaux de base pas chers,
et plein de métaux précieux. Maintenant, on arrive à un moment où on a de plus en plus de pénuries en termes d'offres. Ah ouais, bien sûr. Jusqu'au moment que la demande monte toujours. La demande d'énergie monte toujours grâce aux pays émergents. Pour le cuivre, bien sûr, on parle de l'électrification de l'économie, on parle de la demande de l'intelligence artificielle qui va mettre un stress énorme sur le réseau de transmission d'électricité, de génération d'électricité, blablabla. On a besoin de plus de cuivre, en tout cas. Et donc, c'est un super cycle, là ? Pour moi, c'est un super cycle et c'est de cause de ça que moi, je surpondère énormément les matières premières, soit en physique, soit dans les marchés actions. Ah ouais. Et vous disiez les minières, notamment de cuivre. Le cuivre et les métaux précieux. Parce que les métaux précieux, si je regarde ce qui est quand même intéressant, je regarde le prix de l'or, et après je regarde les mines d'or, et alors qui ne bougent pas, qui bougent quasiment pas. Ça n'a pas encore bougé. Très peu. Très peu. Intéressant. Attention, parce que c'est vrai que... Et c'est un décalage normal ou c'est qu'il y a quelque chose... Il y a quelque chose, d'accord. Mais cela dit, les coûts, bien sûr, les coûts pour les mineurs, ils ont monté aussi. Cela dit, si je regarde la marge brute des mines d'or aujourd'hui, avec le prix de l'or à quasiment $2,400. Ils sont c'est pas cher payé. C'est pas cher payé. Je comprends. Ça m'intéresse. Bon, matière première, effectivement. Bon, on voit quand même que c'est un secteur qui a du mal dès qu'on commence à parler de la Chine, avec des doutes qui reviennent sur la croissance chinoise. Alors, je ne sais pas, encore une fois, je rappelle à chaque fois que personne n'est obligé d'être investi directement, en tout cas sur les actions chinoises, mais que c'est forcément un marché, une économie qu'on regarde, Aymeric, après les chiffres qui ont été publiés. On aura peut-être des indications aussi plus précises avec les résultats de grandes entreprises mondialisées qui opèrent sur le territoire chinois et qui pourront peut-être apporter une couleur un peu plus précise de ce qui se passe en Chine en fonction des différents secteurs. Mais qu'est-ce que vous attendez effectivement de cette exposition ou des sociétés exposées à la Chine aujourd'hui, Aymeric ? Alors c'est assez intéressant l'histoire de la Chine parce que en fait ils nous promettent, ils espèrent 5% de croissance. C'était déjà le cas l'année dernière. Oui. Ils sont arrivés à peine tout juste à y arriver. Là pour le coup premier trimestre, bon chiffre, bonne croissance, mais pour le coup, on attend de voir justement quels vont être, notamment ce soir, on aura les résultats tout à l'heure de VMH, bien sûr. Et on va voir ce que ça donne en termes de chiffres sur la zone. Et là, ça va être un vrai market mover. Mais par contre, ce qu'on observe aussi sur la Chine, c'est que ça redevient un sujet de commerce international de plus en plus sur le devant de la scène, et ça c'est pas forcément bon signe. Il faut toujours que les Américains aient aussi un petit ennemi quelque part dans le monde, et là pour le coup l'ennemi tout trouvé c'est souvent la zone asiatique et particulièrement la Chine, avec toutes ces problématiques de concurrence, mais c'est pas un phénomène qui est nouveau, c'est un phénomène qu'on a bien connu sous l'ère Trump notamment, qui lui a permis de justifier toute sa réindustrialisation qu'il a fait plutôt de manière forte, et aujourd'hui ils en ont en tout cas une partie des conséquences, donc c'est à garder quand même de très très près. Maintenant on est plus inquiet sur le fait que la Chine pour le moment ne prend pas de mesures fortes et extrêmement forte comme elle pourrait le faire pour assainir son économie. C'est un peu étonnant. On sait qu'ils ont le temps. La notion de temps n'est pas forcément la même en Chine que dans le reste du monde. Mais ils ont les moyens aujourd'hui de pouvoir adresser les problématiques dans la promotion immobilière ou de l'immobilier en général en Chine, et donc de redonner de la confiance aux consommateurs chinois, ce qui pour le moment n'est pas le cas. Donc pour le moment, ça nous laisse un tout petit peu en dehors du coup de cette zone côté investissement en direct sur la zone, et on préfère pour le moment se concentrer sur les États-Unis, mais aussi évidemment l'Europe qui reste une zone intéressante. Comment vous regardez le cas chinois à ce stade, à la lumière des chiffres qui ont été publiés aujourd'hui, notamment, et de la réponse de politique budgétaire et monétaire à laquelle on assiste depuis quelques mois maintenant ? Notre analyse est assez simple. C'est vrai qu'on est assez négatif sur la Chine. On l'a été à un moment, mais vu les déceptions permanentes, ça nous a amené à rester négatif sur la Chine. Moi, je pense qu'il y a plusieurs points sur la Chine. C'est qu'en fait, les deux derniers plans de relance qu'ils ont fait, 2009-2014, ça a été des échecs. Et pour s'en remettre, à chaque fois, les marchés actions ont monté de 70-100%. L'immobilier a explosé. C'est des bulles immobilières, donc ils veulent pas le faire. Les deux fois, et donc ça sera pas 203, non 300, enfin 203. Oui. Ils ne reproduiront pas ces erreurs. Ils reproduiront pas ces erreurs. Après, la volonté, là, c'est clairement d'aider les entreprises pour concurrencer effectivement le monde. Donc, on voit bien Janet Yellen qui est allée en Chine. On a vu
Scholz aussi. Ah, oui. Donc c'est vraiment, ils veulent devenir un concurrent parce que c'est leur seule manière pour leur économie de continuer, parce que on le disait en aparté, mais l'immobilier chinois quand baisse de plus en plus, il y a un effet richesse qui fait que de toute manière l'épargne est en train de monter et que le consommateur chinois ne veut plus consommer au vu de ce qui s'annonce devant. C'est-à-dire que pour l'instant, donc il faut absolument apurer ce marché. On est dans un marché de déflation, on est en déflation avec des moyens qui sont quand même assez faibles pour la Chine. Donc cette confiance, elle n'est pas revenue. Et puis il y a une chose à mon avis qu'il faut pas négliger. Pendant très longtemps, la Chine a été un acteur économique productif très fort. Et il n'empêche que depuis 2022, avec la guerre en Russie, elle est devenue pour la première fois un acteur géopolitique mondial. Ouais. C'est-à-dire que ce qu'elle n'était pas avant, c'était l'empire du milieu, elle ne gérait pas. Et là... Qu'elle ne cherchait pas forcément à être. Elle ne cherchait pas. Et là, Xi Jinping commence il voit l'importance de la Chine dans cet environnement. Et donc l'économie l'intéresse moins. Et dans l'idéologie du parti, c'est plutôt la direction qu'ils veulent prendre. Donc c'est moins... En tout cas, le consommateur chinois est moins important que l'aura de la Chine sur le plan géopolitique. Bon, jusqu'au jour où il faut quand même adresser les questions sociales aussi du pays, quoi. Mais jusqu'au jour où. Oui, jusqu'au jour où. Edmund, le MSCI Emerging Markets a effacé tous ses gains. En mars, on avait vu les actions émergentes commencer à repartir, surperformer même les actions des marchés développés. On se disait, tiens, c'est peut-être le début d'un trade pour 2024. Bon, en quelques jours, ça s'est effacé assez vite. Hein. Oui, mais c'est quand même un indice un peu bizarre. Parce que si je regarde la composition, on dépend beaucoup de la Corée du Sud et la Taïwan. Est-ce qu'ils sont vraiment les marchés émergents? Je ne pense pas. Ce sont des économies très bien développées. Bien sûr. La Corée du Sud, c'est comme le Japon. La Taïwan, c'est comme le leader mondial dans la fabrication des semi-conducteurs. Difficile de dire. Très bon. Donc moi, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec cet descriptif. Et c'est vrai que si je regarde l'Inde, la Corée du Sud et la Taïwan, qui sont les trois composants principaux, ils marchent bien. Je comprends. Mais ce sont trois histoires très différentes à chaque fois. L'Inde, effectivement, on a une histoire démographique complètement l'inverse de celle de la Chine. Quoi. Non, mais on a une population assez jeune. Quoi. On a Modi qui va être réélu. C'est bon, c'est pas bon, mais sur le plan économique, c'est plutôt bon. Oui, puis ça offre une certaine stabilité, on va dire, pour l'investisseur global. Voilà. Et donc, Et même si c'est cher, ça mérite d'être encore dans des portefeuilles. Oui, mais j'achèterai pas l'indice. J'achèterai un fonds qui cherche peut-être les entreprises moins chères, industrielles, les banques, les conglomérats. Le plus de sélectivité possible. Quoi. Pas forcément les boîtes technologiques qui sont bien connues et assez chères. Mais le reste du marché qui peut-être est moins cher et plus lié à vraiment la croissance interne et croissance liée à l'exportation. Bon, l'Inde, effectivement, en pleine période d'élection, ça a commencé, je crois. Enfin, ça dure un mois. Ça dure longtemps. Vu la taille du pays, 1,4 milliard d'habitants. Le temps de s'y retrouver. Mais je crois que c'est une des rares élections de cette année, pour les grandes élections, où il n'y a pas trop de doute, effectivement, sur le résultat final et la poursuite de l'ère Modi pour l'Inde. On n'a pas parlé des small caps. Alors, je ne sais pas, rapide tour de table sur le sentiment small cap. Est-ce que les choses évoluent dans un sens plus favorable? En Europe, on est favorable, le mid-small cap en Europe, parce qu'on voit que les indicateurs économiques enfin commencent à rebondir en Europe, avec le rebond industriel qui est plutôt global, qui va aussi amener l'Europe un peu à la hausse. Même l'Allemagne, qui ont tout fait pour faire plonger l'économie en décroissance. Pour pas croître. Est-ce qu'ils cherchent la nouvelle croissance, quoi? C'est-à-dire, ils cherchent le modèle de croissance pour demain. Et je pense que les consommateurs, les ménages vont être quand même aidés par la baisse de l'inflation, la baisse d'inflation surtout. Donc il y a un cas favorable, quand même, vous dites, pour ce segment de marché en Europe. Oui. Émeric? On espère. Alors l'espoir ne fait pas une stratégie, m'a-t-on toujours répété, mais d'accord. Donc c'est la case espoir pour l'instant. Pour le moment, il n'y a pas de flux, donc il n'y a pas de flux, il n'y a pas de hausse des indices, il n'y a pas de hausse de la classe d'actifs. Donc il faut être clair. Tant qu'il n'y a pas de décision de la Banque centrale européenne, pour le moment, enfin nous c'est notre scénario. Je comprends. Sans baisse de taux, pas de salut pour l'espoir limite. Ce qu'on pense, c'est que ça va être très rapide. Donc c'est pour ça qu'on en a déjà mis un petit peu dans les comptes. Parce que la hausse, il y a un tel rattrapage à faire. Bien sûr.
qu'il faut déjà en avoir un petit peu. Sortir de l'autoroute quand tout le monde veut sortir, c'est compliqué, mais quand tout le monde veut rentrer aussi au même moment, Non, il y a une forte décote par rapport au big cap, et c'est vrai que ça risque d'être assez rapide. Sur les pays, sur les États-Unis, c'est complètement différent. Les small caps sont pas du tout de la même qualité. Il y a des acteurs très fragiles, les banques régionales d'un côté. Il y a énormément d'acteurs super endettés. Des zombies, quoi. Des zombies, c'est un taux record sur le Russell 2000 qui, elle, va fragiliser. Donc, sur les small caps, on est tout à fait d'accord sur l'Europe, mais sur les États-Unis, vraiment, c'est à éviter pour l'instant. La qualité est en Europe pour ce marché mid and small. Exactement. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Alexandre Aizet, stratégiste chez Richelieu Gestion, Aymeric Didet, directeur de la gestion de Pergame, et Edmund Ching, directeur monde des investissements de BNP Paribas Wealth Management.